messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, le député Seydou Diouf pointe du doigt le discours va-t-en-guerre de Ousmane Sonko. Selon lui, l'appel à la résistance du leader de PASTEF a influencé les jeunes qui ont attaqué son domicile la nuit dernière. Le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale appelle au calme. Libération de Dame Mbodj et Abdoukarim Gueye. D'autres personnes arrêtées en même temps que le secrétaire général du QCEMS authentique ont été libérées. Les activistes Hassan Diouf et Clédor Sène, eux, rejoignent Guy Marius Sagna en prison. Un étudiant poignardé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis la nuit dernière. Les Sanarois dénoncent une insécurité à l'UGB. La coordination des étudiants a décrété 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et 72 heures de journée sans ticket. Campagne de vaccination, première dose pour plus de 27 000 personnes. La liste des personnes cibles est-elle respectée ? Des autorités et dignitaires non prioritaires sont vaccinés pour rassurer les populations, à suivre les explications du ministère de la Santé. Le député Seydou Diouf l'a encore amer. La nuit dernière, son domicile a été attaqué et saccagé, une partie incendiée par des individus non identifiés. Le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale incrimine l'appel à la résistance lancé par le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Voyons tout cela à Rufisque avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Face à la presse, le député Seydou Diouf condamne les actes de vandalisme de son domicile perpétrés par un groupe de jeunes la nuit dernière. Un acte suscité par l'appel à la résistance du président du PASTEF, selon le parlementaire. Depuis quelque temps, nous avons entendu le discours de PASTEF, de son responsable, mon collègue Ousmane Sonko. Et c'est ce discours-là qui appelle à la résistance, qui appelle à démolir, porté par des responsables de PASTEF, qui sont aujourd'hui relayés par des jeunes quelque part qui sont même inconscients, parce que simplement entendant qu'un discours qu'on leur tient, même si ce discours ne repose pas sur la vérité, dans ce qui s'est réellement passé, en tout cas sur nos procédures internes à l'Assemblée nationale. Si on veut me punir parce que je suis député à l'Assemblée nationale, ils reviendront, ils casseront encore. Mais moi, je continuerai à assumer ma position en tant que député. À la suite de l'enquête ouverte par la police, il invite les jeunes de son parti au calme et de ne pas répondre à la provocation. Merci Ousseynou. Et l'autre grand titre de cette édition, le syndicaliste Dame Mbodj et le rappeur activiste Abdoukarim Gueye ont été libérés. D'autres personnes arrêtées en même temps que Dame Mbodj ont aussi été libérées, dont des membres du mouvement Frappe. Dans le même temps, on apprend que les activistes Hassan Diouf et Clédor Sène ont été placés sous mandat de dépôt. À la Médina, des enseignants déplorent l'arrestation de leur collègue Dame Mbodj et l'interpellation d'un enseignant en plein cours au lycée de Cabrousse. Tout de même, ils se démarquent de cette affaire politique. Selon eux, cette affaire politique, l'appel à la grève du G20, en revanche, a eu peu d'effet à la Médina. Pape Faraning et Diafaraba. La concentration est au maximum dans cette classe bien remplie. Dans cet établissement de la Médina, le corps professoral n'a pas suivi le mot d'ordre de grève du QCEMS, même si aucune absence n'a été notée. Le personnel enseignant déplore l'interpellation d'un des leurs en plein cours. On dénonce la forme. Et vraiment, il y a d'autres manières d'interpeller des gens, même si ce n'était pas un enseignant. Donc nous dénonçons carrément la forme et nous sommes solidaires. Mais nous n'allons pas cesser les cours pour 24 heures pour vraiment protester, sincèrement. L'enseignement est un métier très très noble. Très très noble. Et l'enseignant aussi envoie une image à son élève. Voilà. Donc le fait de venir interpeller un enseignant en plein cours, vraiment, ça nous le déplorons. Nous demandons en tout cas aux autorités vraiment de veiller à ce que cela ne puisse pas se reproduire. Concernant l'arrestation du syndicaliste Dame Mbodj, les enseignants rencontrés se désolidarisent. Pour eux, l'affaire est purement politique. C'est un aspect politique parce que l'affaire Sonko et Adji Sarr ne concerne pas les enseignants. Il a son mot à dire, étant sénégalais, étant un citoyen comme tout le monde, tout comme nous quoi. Mais quand même, moi, je ne vois pas nécessaire à ce que ces deux-là soient liés. Je n'ai pas jugé nécessaire d'y aller. Ce n'est pas que je n'ai pas compati à nos chers collègues, mais seulement que
ça touche un peu un problème politique. Je ne milite pas dans un syndicat, je n'ai jamais milité. Et aujourd'hui, j'ai cours, raison pour laquelle je suis ici et je fais correctement mon cours, je suis à 14h et je rentre. Après une année scolaire perturbée à cause de la Covid, ces enseignants estiment que le combat est ailleurs. L'intérêt des enfants aujourd'hui, c'est de ne pas perdre des heures de travail parce que l'école a été fermée depuis bien longtemps. Depuis l'année dernière, on est resté trop longtemps sans faire cours. Je ne vois pas l'opportunité de vraiment cesser les cours pour une journée de protestation, sincèrement. On ne doit pas se focaliser sur certains détails, sinon ça va aussi amputer le quantum horaire. Malgré l'arrestation de Dambodj et un enseignant en plein cours à Cabrousse, beaucoup d'enseignants dénoncent cette forme d'intimidation, mais pour le moment, ils n'optent pas pour l'arrêt des cours. Bafara et le QSAMS a appelé à l'arrêt des cours ce matin à 9h, un acte de protestation contre ces arrestations, selon son secrétaire général Abdoulaye Ndoye, interrogé par Chérif Dia. Exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus et particulièrement des enseignants dont la détention plombe le fonctionnement des établissements scolaires. Le directoire national du QSAMS rappelle au gouvernement que le peuple sénégalais est attaché aux valeurs démocratiques, de paix et de respect de la dignité humaine. Le QSAMS s'est toujours battu pour la préservation de l'état de droit, pour la préservation des libertés démocratiques, individuelles et collectives. Et l'arrestation d'un enseignant dans son école, dans sa classe, constitue pour nous un précédent extrêmement grave. Parce que les franchises scolaires ont été violées, alors que l'école est un sanctuaire. Et cela peut avoir des conséquences au niveau de la psychologie des enfants qui peuvent être traumatisés. Et on le rappelle, le syndicaliste enseignant Dambodj a donc été libéré en même temps que le rappeur activiste Abdou Karim Gueye. Et Amnesty International section Sénégal dénonce ces arrestations tous azimuts chez nous, arrestations d'activistes et de militants du PASTEF. C'est une tentative d'intimidation qui confirme le recul démocratique au Sénégal, selon Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal. On a l'impression que le régime veut décapiter purement et simplement le parti PASTEF, veut démanteler ce parti pour pouvoir évidemment dérouler un agenda qui a tout l'air d'avoir été planifié, qui est en train d'être déroulé. Vous savez, même en Birmanie, où on parle de junte militaire dictatoriale, les citoyens manifestent aujourd'hui en respectant les mesures barrières. Les marchés sont bondés, les bus sont bondés, les amphis sont bondés, les salles de classe sont bondées. Et on dit aux gens, vous ne pouvez pas vous manifester même en petit groupuscule pour évidemment revendiquer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est un droit fondamental sans lequel il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous ôtez aux personnes la liberté d'expression et la liberté de manifester, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Il faudrait qu'ensemble au Sénégal, au-delà des appartenances politiques, nous élevions la voix pour dire qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, on fait face à un régime qui, par rapport au régime précédent, n'a fait que serrer le boulon en matière de respect des droits et libertés. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Vous savez, si on avait une justice indépendante, aujourd'hui, il n'y aurait aucune crainte et même aucune contestation dans la rue. On aurait aujourd'hui une justice indépendante. Et aujourd'hui, aucun Sénégalais n'aurait accrédité une quelconque thèse de complot ou une quelconque thèse de manipulation de la justice. Seydi Gassama avec notre équipe à Fatick. Et concernant l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr, la médiation enclenchée dernièrement par Jamra et des membres de la société civile n'a aucune chance d'aboutir si l'on se fie aux spécialistes du droit pénal et des sciences criminelles Ousseynou Samba, car selon lui, l'action publique a déjà été enclenchée. Le voici avec Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. La médiation pénale, elle doit être entamée avant que le procureur de la République n'engage des poursuites. L'article 32 alinéa 2 du Code de procédure pénale dit que préalablement à toute décision sur l'action publique, le procureur de la République peut proposer la médiation aux parties. Donc, avant que lui, il ne se décide à engager des poursuites. Mais dès l'instant que les poursuites sont engagées, le procureur de la République est dessaisi, ce n'est plus son affaire, c'est l'affaire du juge d'instruction. Ouais. Donc, on entame une médiation pénale avant qu'une procédure judiciaire ne soit enclenchée. Comme on dit, c'est un mode alternatif de règlement des conflits. Les personnes ont la possibilité, lorsqu'elles ont des problèmes, de décider, au lieu d'aller faire régler leurs problèmes devant des juridictions étatiques, et de le faire par de simples citoyens qui vont essayer de trouver une solution à l'amiable dans leurs relations. Donc ce sont des solutions à l'amiable, mais avant qu'on engage une procédure judiciaire. Même si la victime a supposé que même la médiation que les religieux et la société civile voulaient faire aboutissent à un retrait de la plainte de la victime.
ça n'aurait aucune incidence sur la suite. Le retrait de la plainte de la victime en matière de viol n'a aucune incidence sur la suite parce qu'on dit qu'on ne peut ni arrêter ni suspendre l'action publique. Série d'agressions à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La nuit dernière, un étudiant a été poignardé. Il serait hors de danger maintenant, mais les étudiants sont toujours sous le choc. Ils ont décrété 48 heures de grève, de cessation de toute activité pédagogique et 72 heures de journée sans ticket. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop à Bipsec. En moins de 2 semaines, 2 agressions ont été notées à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voici la dernière. Les agresseurs ont poignardé un étudiant avant de prendre la poudre d'escampette. À l'université de Sanar, les étudiants sont très inquiets et craignent pour leur vie. Là, ces temps-ci, les agressions sont très fréquentes ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants sont sans cesse dans l'insécurité totale. Là. On fait appel aux autorités pour qu'ils règlent ce problème. Donc, vu que l'État s'en fiche de ces agressions-là, de ces disparités qui existent ici à l'université, c'est l'autorité qui doit prendre en charge ces problèmes pour qu'on évite ces cas d'agression-là. Donc, ici, l'ultime méthode à prendre, c'est la vigilance. Nous, on a des frères étudiants qui sont ici, qui viennent d'ailleurs. Ils ont aussi demandé aux autorités universitaires de renforcer la sécurité au sein du campus social. Pour eux, les autorités ont aujourd'hui la lourde responsabilité de sévir avant que l'irréparable ne se produise. S'ils viennent ici pour travailler, leurs parents leur laissent venir ici pour travailler et qu'ils rencontrent ces cas d'agression-là, que diront leurs parents? Mais vu que l'État s'en fiche, l'ultime méthode, c'est de prendre la vigilance, c'est mieux. Les agressions se multiplient à l'UGB. Les étudiants ne comptent pas baisser les bras. Ils ont décrété 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et 72 heures de journée sans ticket. Et encore une fois, l'étudiant poignardé est donc hors de danger. Après son évacuation à l'hôpital la nuit dernière, il a finalement rejoint ses camarades ce matin pour de nouvelles mesures sécuritaires à Sanar. Une rencontre est prévue demain mardi entre la gendarmerie, le rectorat, la commission sociale et le CROUS. La rencontre aura lieu à l'UGB demain 10h, nous apprend notre correspondant Ousseynou Diop. Sur le front du coronavirus, 8 décès, 212 Covid+, et 53 cas graves en réanimation ont été rapportés aujourd'hui. Et concernant la campagne de vaccination en cours, 27 018 personnes ont été vaccinées à ce jour. Rappelons que 324 000 doses du vaccin AstraZeneca sont attendues au Sénégal mercredi. Toujours dans l'actualité concernant le vaccin, des cibles non prioritaires ont-elles été vaccinées? Le directeur du service national de l'information et de l'éducation pour la santé apporte des précisions. Selon le docteur Ousmane Ndiaye, la vaccination de certains dignitaires et autorités est faite à dessein pour rassurer les populations. Docteur Ousmane Ndiaye avec Al-Hassan Ba. Vous viendrez avec moi que parfois il est important de développer une certaine pédagogie par l'exemple. Cette pédagogie par l'exemple nous a amené à vacciner un certain nombre de dignitaires au niveau du pays, un certain nombre de responsables. Ceci pour permettre aux Sénégalais de comprendre effectivement que si on voit le ministre de la Santé en train de se vacciner, le président de la République se vacciner, les chefs religieux se vacciner, un professeur Sedi qui se vaccine, un docteur Ousmane Gueye qui se vaccine, un docteur Bousso qui se vaccine, quand même ça peut rassurer la population sénégalaise et elles peuvent accepter d'aller vers cette vaccination. Bien entendu que peut-être quelque part il peut y avoir des abus, quelque part il peut y avoir des dérapages, mais il nous revient nous d'encadrer ces dérapages. Il nous revient nous de nous débarrasser de ces parasites qui peuvent effectivement enfreindre effectivement la logique de l'État sénégalais, surtout les directives du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et donc, je ne rejette pas ce que vous avez dit en disant qu'effectivement, il y a certains qui sont en train de faire, mais je pense que M. le ministre de la Santé, depuis hier soir, il a attiré notre attention par rapport à cette question.
d'être rigoureux, comme l'a voulu le président de la République. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le comité de suivi des opérations de vaccination contre la COVID-19. C'est pour effectivement rester dans cette transparence et la traçabilité de la vaccination. Le docteur Ousmane Gueye, directeur du Service national de l'information et de l'éducation pour la santé. Campagne de vaccination à Bambey. La députée Aïda Mbodj a été vaccinée. Selon elle, les politiques ont l'obligation de montrer l'exemple, le vaccin étant le seul moyen de venir à bout de la pandémie. Babacar Diouf et Nongodjaï. L'honorable député Aïda Mbodj n'a pas suivi ses collègues de l'Assemblée nationale qui ont pris leur dose de vaccin à l'hémicycle. Elle a préféré se faire vacciner au centre de santé de Bambey, un acte qu'elle justifie. Pour éradiquer la pandémie, il faut le vaccin. C'est la seule solution. Donc, nous ne devons pas hésiter. Et nous voudrions renvoyer cette image parce que nous avons préféré effectivement faire notre vaccination au niveau de Bambey, devant nos militants, devant nos amis, devant nos parents, devant ceux qui nous font confiance pour effectivement leur dire qu'ils sont notre patrimoine, qu'ils sont effectivement nos amis, qu'ils doivent se protéger. Et pour se protéger, il faut s'adonner à cette vaccination. Un exercice auquel elle invite tous ses camarades politiques de tous bords pour faire reculer la pandémie. L'image de conscientiser les autres leaders. Parce que comme vous le savez, les populations constituent notre patrimoine humain. À chaque fois que nous avons besoin de suffrage, nous allons les voir. Donc il est de notre devoir de les protéger. Un soutien de taille dans la campagne de communication pour l'adoption des vaccins, selon le médecin-chef du district sanitaire de Bambey. Honorable député, Madame Aïda Mbodj, mi ñëw di ñu jàppale ci sensibilisation bi ñu nekk di def pour askan bi ñeme vaccin bi xam que ne vaccin bi dafa ñëw pour aar. Vaccin bi amul benn effet secondaire. À ce jour, le département de Bambey a injecté 800 doses des 1700 reçues. Merci Babacar. Toute autre chose à présent, les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse vont débuter le 15 mars, selon Daoud Amine, président de la dite commission. Une carte nationale de presse pour assainir le secteur. Selon lui, des sanctions sont également prévues en cas de fraude. Le voici avec Modoufal et Mohamed Cheng. Nous avons élaboré un règlement intérieur qui fixe les règles du jeu. Après cela, nous avons travaillé sur un canevas pour la validation des acquis de l'expérience, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la commission a deux rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale. Il fallait donc travailler sur un canevas pour voir comment on doit les évaluer sur le plan théorique comme sur le plan pratique. Tous ces deux documents-là sont terminés et ont fait l'objet d'un arrêté ministériel. Après cela, vu que nous étions dans un contexte de Covid, nous avons travaillé sur un site internet pour pouvoir recueillir les dépôts en ligne. Ce site-là également est achevé. Et après cela, pour être en conformité avec la loi, il fallait qu'on écrive au niveau de la CDP, à la CDP, pour avoir l'agrément. Ça également, c'est déjà fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons terminé tous ces travaux-là et nous avons estimé qu'il était temps qu'on ouvre maintenant les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse. Et la date du 15 mars 2021 a été retenue pour les dépôts. Maintenant, le dépôt peut se faire en ligne avec notre site dédié, mais également peut se faire de manière physique au niveau du ministère de la communication, de la Curie et de la communication qui gère le secrétariat. Le code a prévu un certain nombre de sanctions. Ceux qui vont frauder pour l'obtention de cette carte nationale de presse-là, également ceux qui vont les aider dans le cadre de cette fraude-là, s'exposent à des sanctions pénales et des sanctions pécuniaires. Dans l'actualité sportive, Djambar, vainqueur du derby mbourois ce dimanche face au stade de Mbour, occupe désormais la première place du classement de la Ligue 1 après 9 journées seulement. Une agréable surprise d'après des observateurs du football qui doutent en revanche sur la constance de l'académie. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Djambar, leader de la Ligue 1 après 9 journées. Peu de spécialistes pouvaient le prédire. Pourtant, l'académie de Sali caracole en tête du classement avec 18 points, 5 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. C'est vraiment une nouvelle vague qui est là, avec un nouvel entraîneur, Elhadji Mbaye Badji, même si pendant longtemps il a été adjoint de Pape Boubacar Gadiaga. Mais c'est quelqu'un de nouveau comme titulaire sur le banc.
Et donc, si on les voit réaliser de telles performances, on peut considérer que c'est une surprise. Surtout que l'année dernière, Jambar n'avait fini que 10e. C'est tout à fait normal parce que depuis l'arrivée du Covid, ils se sont enfermés pour travailler, pour finir des stratégies et faire beaucoup de choses. Une équipe structurée avec des installations modernes et ils font quelque chose de très professionnel et qui est très proche aussi de ce qui se fait dans le haut niveau. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit leader à la... Un début de saison canon qui surprend tout de même avec le départ de son fidèle entraîneur Boubacar Gadiaga et au regard des performances lors des dernières saisons. Toutefois, Jambar démontre qu'il ne manque pas de ressources. Ils ont de bons jeunes qui ont acquis de l'expérience dans les petites catégories en équipe nationale. C'est des joueurs qui voyagent beaucoup, qui gagnent de l'expérience, qui se frottent avec différents adversaires. Donc, c'est tout bénéfique. L'académie joue sans pression, ce qui peut plus ou moins l'aider à se mêler à la course au titre. Il est assez tôt de considérer qu'ils peuvent garder ce rythme-là jusqu'au bout. Donc c'est une jeune équipe avec de très jeunes joueurs. Est-ce qu'ils vont maintenir le cap? La question est là. C'est possible, mais ce sera extrêmement difficile pour eux. Jambar de Saly, battu seulement par l'AS Douanes, s'en est bien sorti face aux équipes attendues cette saison. S'il maintient le cap d'ici la phase de retour, Jambar pourrait être un candidat sérieux pour le titre. Merci cher, et vous le savez, Génération Foot a battu l'AS Giraffe 2-0 lors de cette 9e journée toujours. Une victoire issue d'un bon plan de jeu qui a porté ses fruits selon l'entraîneur des Grenades Djibifal. Son homologue de Giraffe, Moussa Diallo, fustige l'arbitrage. Écoutons-les avec Cher Sadibou Diarra. Ça a été un match abouti en tout cas au niveau du contenu. On a eu de la réussite aussi aujourd'hui. Et pour pouvoir maintenant gêner l'adversaire parce que en semaine il fallait dans la préparation après l'analyse du match du Giraffe il fallait parce qu'ils étaient bons au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Maintenant dans la préparation était axé sur les empêcher de jouer au niveau du milieu en mettant beaucoup d'impact mais aussi de bien défendre sur les côtés et au niveau de l'axe. On a mal démarré le match. Parce que quelque part avant le démarrage du match, l'arbitre nous a perturbés complètement. Il a demandé à nos joueurs de sortir parce que les bas, genre des trucs comme ça. Or, ce même fait s'est produit au niveau de l'autre équipe et qu'il a arrêté après 75 minutes de jeu. Pourquoi, au moment d'arrêter, de vérifier, de surveiller le Giraffe de Dakar pour ses équipements, il ne l'a pas fait pour l'autre équipe? C'est ce que je déplore au fait. Mais pour la victoire de Génération, je n'ai rien à dire. Et pour le but aussi, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je pense que aussi, sur des faits de jeu, ils ont accepté, ils ont laissé passer, comment dirais-je, un hors-jeu. Bon. Et puis la commune de Dieuppeul-Derklé va bientôt obtenir un terrain de football gazonné. L'édile Cheikh Gueye, qui a présenté la maquette, estime le coût à 300 millions de francs CFA. Il est interrogé par Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Le projet s'élève à hauteur de 300 millions. Et nous avons surtout ce qui est intéressant dans le projet, c'est deux enseignements majeurs. C'est le faire-faire, c'est-à-dire la gestion participative. C'est extrêmement important. Mais aussi, il y a un caractère de mutualisation. Parce que si nous arrivons à réaliser ce projet, il y a le soutien de la ville de Dakar, il y a l'apport de la commune de Dieuppeul-Derklé, il y a la collaboration de l'entente Derklé-Walidane. Vous voyez, et c'est ça que dit la mutualisation. Aujourd'hui, le prochain combat, c'est de voir comment, dans quelle mesure, on va nous restituer l'entièreté de ce terrain. Ici, il y avait un bail, c'était une école, mais maintenant, vous voyez que c'est une boulangerie. En face de nous, c'est une école privée, mais il faut que le terrain redevienne véritablement un patrimoine dans son entièreté et à la disposition des populations de la commune de Dieuppeul. Au-delà même de la pose de gazon, il faut prévoir des infrastructures comme les versières, les toilettes, les tribunes. Mais cela ne peut pas se faire dans un espace réduit. On en vient à l'actualité internationale réalisée ce soir avec Daniel Diouf.
L'ancien président français dans l'affaire dite des écoutes, dans laquelle il a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Nicolas Sarkozy, présent au tribunal correctionnel de Paris ce 1er mars, écope de 3 ans de prison, dont un ferme. Il devient le premier ancien président de la Ve République condamné pour corruption. Également le deuxième ex-chef de l'État à être sanctionné par la justice après son ancien mentor, Jacques Chirac, condamné en décembre 2011 à 2 ans de prison dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Les juges ont condamné à la même peine l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de l'ex-président Thierry Herzog, avec 5 ans d'interdiction professionnelle pour ce dernier. Ils ont également été reconnus coupables de violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog ont tous deux annoncé leur intention de faire appel de leur condamnation. L'opposant nigérien Ama Amadou, emprisonné ce lundi à Niamey après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle au Niger. Il a été placé sous mandat de dépôt, sous beaucoup de chefs d'accusation, dont sa complicité dans des manifestations et destruction de biens. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou est également accusé de propagande régionaliste et de propos de nature à dresser les gens les uns contre les autres. Il s'est présenté de lui-même vendredi à la police de Niamey où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sur décision du doyen des juges d'instruction chargé de son dossier. Les troubles post-présidentiels au Niger ont fait 2 morts, 468 interpellations et beaucoup de dégâts matériels selon le ministre de l'Intérieur. Au Mali, les travailleurs des centres hospitaliers et universitaires et hôpitaux de Bamako et de Kati entament une grève de 10 jours à compter de ce lundi. À l'appel de leurs syndicats, les grévistes réclament des primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils demandent que soient effectives les mesures de sécurité et de motivation annoncées par l'État malien dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info. Mamadou Mbaye Tamba est avec Binta Diallo ce soir pour revenir sur la libération de Dame Mbodj et compagnie.